la une de l'actualité en partisan du président Tshisekedi, élu à la tête de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Mbosso Nkodia-Pouanga est le nouveau président. En Tunisie, le président s'oppose à l'entrée en fonction des nouveaux ministres. Kais Saïed fustige le processus de désignation des 11 nouveaux membres du gouvernement. Et puis démarrage hier du procès de Djibril Massakwa en Finlande. L'ancien rebelle sierra-léonais est accusé de crimes de guerre et d'une longue liste d'atrocités durant la guerre civile au Libéria. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition. Un nouveau président est élu à la tête du Parlement congolais. Mbosso Nkodia-Pouanga a recueilli 389 voix sur 466 votants. Son élection marque le début de la nouvelle majorité voulue par le président Tshisekedi qui a rompu les amarres avec son prédécesseur Joseph Kabila. Reportage. Candidat unique et doyen de l'Assemblée nationale à 79 ans, Mbosso Nkodia-Pouanga a été élu président du Parlement avec 389 voix. Il s'est rallié officiellement au président Tshisekedi en décembre, après avoir quitté Kabila et son Front commun pour le Congo, comme une bonne partie de la classe politique. Avec cette élection, Félix Tshisekedi poursuit sa marche vers un contrôle de tous les leviers du pouvoir pour appliquer sa politique de réforme soutenue par les États-Unis et l'Union européenne dans ce pays dont la région Est est en proie aux violences liées à la présence de dizaines de groupes armés. À l'issue du vote de ce mercredi, un bureau collégial pour Tshisekedi, composé de 7 membres, dont 2 femmes, a remplacé l'ancien à l'Assemblée nationale, où l'Union sacrée de la nation, nouvelle plateforme politique voulue par Tshisekedi, revendique désormais 399 sur 500 députés. Toutes les autres candidatures à différents postes non parrainées par cette Union sacrée de la nation avaient été invalidées. La mise en place du nouveau bureau prouve que le train de la démocratie est bel et bien en marche dans notre pays et nous allons vaincre ensemble les vicissitudes et les poches d'insécurité dans l'Est du pays, a déclaré le président élu à la clôture de la session parlementaire. La prochaine session de l'Assemblée du Sénat est prévue pour le 15 mars prochain. Toujours en RDC, l'offensive des pro-Tshisekedi contre leurs anciens alliés pro-Kabila se poursuit. Le président du Sénat, proche de l'ancien président Joseph Kabila, est visé à la fois par une motion de destitution et une instruction pour détournement de deniers publics. Une double offensive judiciaire et politique contre Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat et proche de l'ancien président Joseph Kabila. Lundi, le procureur de la Cour de cassation a sollicité le bureau du Sénat pour qu'il autorise l'instruction à charge contre lui pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense selon une lettre dont une copie est parvenue à l'agence France Presse. Le présumé détournement concerne 2 millions d'euros et 1 million de dollars que le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, s'est fait remettre à sa résidence le 6 janvier, affirme le procureur Victor Mwamba dans cette lettre adressée aux membres du bureau du Sénat. Dans sa réponse à la requête du parquet, le bureau du Sénat a confirmé que Alexis Tambwe avait accepté de loger ses fonds provisoirement à son domicile à cause d'une forte effervescence ce jour-là dans les locaux de l'Assemblée nationale, qui est juste ceux du Sénat. Le lendemain, le trésorier a récupéré les fonds pour les acheminer à la trésorerie du Sénat, précise-t-on dans cette correspondance signée par Tibasima Ngebou Ateni, deuxième vice-président du bureau de la Chambre haute du Parlement. En conséquence, le bureau du Sénat estime qu'il n'y a pas matière à autoriser l'instruction sollicitée, les faits décrits ne s'analysant pas en infraction telle que vantée. Pendant la période des vacances parlementaires, le bureau du Sénat est habilité à autoriser ou à s'opposer à des poursuites contre un sénateur. Cette requête contre Tambwe, dernier partisan de l'ancien président Joseph Kabila, encore à la tête d'une institution, intervient quelques jours après la chute du Premier ministre pro-Kabila, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, à l'issue d'un vote contre son gouvernement à l'Assemblée nationale.
Le procès d'un ancien rebelle sierra-léonais accusé de crimes de guerre et d'une longue liste de bestialité durant la guerre civile au Libéria voisin s'est ouvert mercredi en Finlande avant une longue délocalisation inédite sur le sol libérien dans 2 semaines. Surnommé à l'époque l'ange Gabriel, Djibril Massakwa encourt la perpétuité pour des crimes de guerre aggravés et crimes contre l'humanité aggravés qu'il est accusé d'avoir commis ou ordonné entre 1999 et 2003. Il était alors un haut responsable du Front révolutionnaire uni, une milice armée sierra-léonaise dirigée par le caporal Fodé Sanko, proche de l'ex-chef de guerre libérien devenu président Charles Taylor. Âgé de 50 ans, l'accusé, qui vit en Finlande depuis 2008, nie toute implication. Sera un procès contre un acteur d'une des pires guerres du continent africain qui a fait 250 000 morts et des millions de déplacés entre 1989 et 2003, va être l'objet d'une première historique. Mi-février, la Cour se déplacera pour au moins 2 mois au Libéria et en Sierra Leone pour entendre quelques 80 témoins et visiter les lieux de crime dont Djibril Massakwa est accusé. Ex-porte-parole du RUF, il comparaît pour une litanie d'accusations de crimes, viols et d'actes de torture commis en personne ou par ses soldats, selon le dossier d'accusation de près de 4000 pages compilé par la justice finlandaise. Au moins 7 femmes ont été violées et tuées dans le village de Kamataoun, proche de la frontière sierra-léonaise, dans le nord du Libéria, où des témoins l'accusent d'avoir ordonné d'enfermer des civils, dont des enfants, dans 2 bâtiments avant de les réduire en cendres. Dans la même localité, il se rapporte que des cadavres d'autres habitants ont été découpés en morceaux et transformés en nourriture que Massakwa a également mangé, selon le dossier des procureurs. Jadis professeur, l'accusé avait été autorisé à s'installer en Finlande après avoir donné des preuves en 2003 à la Cour spéciale pour la Sierra Leone mise en place par l'ONU. Il avait alors reçu une immunité pour les actes commis dans son pays, mais pas au Libéria. L'ex-président Charles Taylor purge une peine de prison depuis 2012, mais pour les crimes commis en Sierra Leone, pas dans son pays où aucun tribunal pour crimes de guerre n'a été institué. Autre information, le président tunisien Kais Saied a exprimé mercredi son opposition à l'entrée en fonction de 11 nouveaux ministres du gouvernement de Hichem Mechichi. Saied avait critiqué le remaniement, accusant certains ministres d'être soupçonnés de corruption. Les précisions. Le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi avait procédé à un remaniement affectant 11 ministères, dont ceux de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé. Après un vote de confiance le 27 janvier en leur faveur, les nouveaux ministres devaient prêter serment au palais présidentiel avant de prendre fonction. Une cérémonie qui n'a toujours pas eu lieu parce que le président n'approuve pas ces nominations. Kais Saied a fustigé leur procédure de désignation qui, selon lui, n'est pas constitutionnelle. Rien dans les textes n'oblige le gouvernement à obtenir l'approbation du Parlement pour un remaniement. En revanche, le remaniement doit être accompagné d'une délibération du Conseil des ministres, comme le stipule la Constitution, une procédure qui n'a pas été respectée, avance le président de la République. Nous sommes prêts à toutes les solutions, mais au grand jamais, je ne reculerai pas devant mes principes. Je suis prêt au dialogue, mais je ne suis pas prêt à dialoguer avec ceux qui ont volé le peuple tunisien. Ce bras de fer entre le président, un indépendant et les principaux partis au Parlement intervient alors que le pays est touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus et ses retombées sociales. L'UGTT a mis en garde contre l'exacerbation de la crise politique à un point qui menace l'entité de l'État. Cette crise porte atteinte à la crédibilité de la Tunisie à l'étranger et risque d'aggraver les difficultés sociales, a averti le syndicat dans un communiqué. On reste en Tunisie où des médecins s'inquiètent de la hausse continue du nombre de malades du Covid, mettant à rude épreuve un système de santé fragile alors que le vaccin se fait attendre. Le ministère de la Santé annonce désormais 50 à 100 décès par jour contre un total de 50 morts entre mars et juillet dernier. Il devient de plus en plus difficile de prendre en charge les cas très graves.
La Tunisie a bien circonscrit la première vague grâce à des mesures strictes et précoces, ce qui a laissé le temps aux services de santé de s'équiper et de s'organiser. Une plateforme informatique a été mise en place pour identifier les listes disponibles, explique un médecin. Mais cela exige parfois des transferts à plus de 150 km de distance, impossible pour certains malades. L'État, qui s'était engagé à réduire les emplois au sein de la fonction publique, a dû se résoudre à embaucher du personnel soignant. Environ 1300 personnes ont ainsi été recrutées pour 1 an. Un service similaire a été lancé dans les locaux d'un futur hôpital construit par la Chine à Sfax, grande ville portuaire du centre. Les mesures de prévention en vigueur depuis des mois restent peu appliquées. En dehors des couvre-feux à 20 h, les difficultés sociales priment et les autorités ont mené peu de contrôles. Face à la flambée épidémiologique, Tunis s'est jeté dans les courses au vaccin. Une campagne a été initialement programmée en avril, mais le gouvernement a finalement annoncé l'arrivée dès février de 14 000 doses du vaccin germano-américain Pfizer et du vaccin AstraZeneca. Des négociations sont également en cours pour obtenir des vaccins russes Sputnik V qui viennent d'être autorisés en Tunisie. La Tunisie sera le dernier pays du Maghreb à débuter la vaccination. En outre, Tunis s'appuie très largement sur la Banque mondiale pour financer la campagne, ce qui nécessite d'attendre l'homologation des différents vaccins. Le président américain était ce mardi au Capitole. Joe Biden a tenu à rendre hommage aux soldats tués sur les mêmes lieux lors de l'invasion des partisans de l'ancien président Donald Trump. L'agent Brian Sicknick, 42 ans, a succombé à des blessures reçues lors d'affrontements avec des partisans du président Donald Trump lors de leur intrusion violente au Capitole le 6 janvier. Sicknick aurait été frappé à la tête avec un extincteur alors qu'il luttait contre les émeutiers qui envahissaient les couloirs du Congrès dans l'objectif d'annuler la procédure certifiant la victoire électorale de Joe Biden. Ce membre de la force de protection du Congrès est ensuite retourné à son bureau où il s'est effondré et a été conduit à l'hôpital selon la police du Capitole. Il est décédé le lendemain, a-t-on précisé de même source, ce qui a porté le total de morts dans cette attaque du Capitole à 5. Pour rendre hommage aux soldats, le président Joe Biden, aux côtés de son épouse, a tenu à s'incliner lui-même devant sa dépouille, devant l'autel contenant les cendres de l'officier exposé à la rotonde du Parlement américain pendant plusieurs heures. Les drapeaux du Capitole avaient préalablement été mis en berne. Seules 4 autres personnes avant Sicknick avaient été célébrées dans la rotonde du Capitole. Le révérend Billy Graham, l'icône des droits civiques, Rosa Parks, et 2 autres policiers du Capitole, Jacob Chetnut et John Gibson, tués lors d'une fusillade dans le bâtiment en 1998. 4 jours après l'attaque du 6 janvier, des centaines de policiers qui n'étaient pas en service se sont alignés sur Constitution Avenue à Washington pour saluer le passage du corbillard transportant le corps de Sicknick. Fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus.